toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission en ligne de Bulle de Rêve. Alors on avait à la base prévu une émission thématique, c'était notre envie, avec des thèmes particulièrement passionnants et intéressants donnés par Nicolatis. On a deux invités même pour l'occasion, et le semi-confinement bizarre là qu'on vit actuellement est arrivé. Et on s'est dit qu'on allait garder cette émission donc avec des thématiques pour un petit peu plus tard. On espère normalement pour Noël. Enfin voilà, pour fin décembre en tout cas. On la fait pas forcément pour Noël bien sûr, mais en tout cas voilà pour d'ici un mois. Et donc ça c'est ce qui se passe pour cette émission. Mais on s'est dit que c'était quand même dommage de pas profiter du moment pour vous proposer une émission avec sans thème particulier, mais comme on l'avait fait là lors de la première émission aussi, plutôt voilà, juste partager avec vous des coups de cœur de courts-métrages qui sont en ligne. Je vous rappelle, c'est toujours la base, les courts-métrages doivent être en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez les regarder, c'est pas juste voilà, des choses qu'on a pu voir en festival et impossible à regarder. Donc voilà, c'est notre l'obligation qu'on a en trouvant ces courts-métrages. On a le grand plaisir d'avoir un invité pour cette émission, qui est Isou Troin, qui est un réalisateur qui est passé par La Poudrière et qui ensuite a fait de courts-métrages. Et ce qui est passionnant avec Isou Troin, c'est que c'est quelqu'un qui se lance réellement dans le genre horreur, fantastique, mais réellement, quand je dis ça, c'est qu'il y a on connaît des gens qui voilà, ont pu faire des courts-métrages d'horreur comme ça, mais finalement des gens qui se spécialisent et qui aiment ça, c'est assez rare. Donc on est ravis de l'avoir aujourd'hui avec nous. Et bien bonne écoute et à plus tard. Comme Alexis me l'a demandé, je vais donc faire une petite sélection de plusieurs films plutôt qu'un seul, parce que je me suis dit on va donner un panel un peu plus large de films qui me font plaisir à regarder ou que j'ai eu plaisir à regarder. De certains remontent à il y a pas mal de temps, même très longtemps. Mais c'est des films que je prends toujours beaucoup de plaisir à revoir. Donc j'ai fait ma sélection et il y a pas forcément d'ordre dans de préférence ou quoi que ce soit. C'est un peu comme ils me sont venus au fur et à mesure. Et dans les films que j'aime beaucoup et que j'aime bien revoir, c'est un film qui s'appelle Transit de Piet Kroon, si je déforme pas trop le nom du réalisateur. Mais je trouvais que ce film j'ai toujours trouvé super intéressant par sa structure, puisque le film est structuré dans l'ordre chronologique inverse, et on remonte comme ça le fil des événements avec une histoire qui s'inspire de plein d'influences graphiques des années 40, 30-40, et pour arriver jusqu'à la conclusion qui est finalement un film d'enquête à l'envers, et que je trouve super intéressant. Et chaque segment le graphisme était confié à quelqu'un de différent. Par exemple, si je me souviens bien, parce que je les ai pas revus récemment, mais il y en avait un qui était fait par Michael du Doc de Witt, il me semble il y en avait un autre par Valérie Carmona. Il y a eu plein de graphismes différents. Mais c'est un film qui m'a vachement marqué, parce que je trouve qu'il y a un rythme, et en plus la musique est assez est vachement intéressante. C'est Julian Nott, le musicien, qui est aussi connu pour les Wallace et Gromit, et qui a fait une musique vachement cinématographique et très influencée des références de l'époque. Et ça, c'est pour moi, c'est la première fois que je l'ai vu, c'était à Annecy, et c'est un souvenir de cinéma, parce que je trouve que c'est vraiment un film très cinématographique. Voilà pour Transit. Ensuite, je pensais dans le genre vraiment un film qui fait du bien, c'est La Maison en petits cubes de Kunio Kato, que j'avais aussi découvert à Annecy à l'époque, et que j'ai revu par la suite. Et même si c'est un film qui est assez fort émotionnellement et triste finalement, plutôt il y a une mélancolie tout le long du film qui est ultra touchante, je trouve, et qui voilà, c'est un film qui m'avait marqué.
Un autre film qui m'avait marqué à l'époque quand je l'avais vu, c'est Historia del Gato y la Luna de Pedro Serradzina. C'est un film portugais qui joue énormément sur le rythme des mouvements de caméra animés, des jeux de lumière, de noir et blanc, de transformation et qui vire vers l'abstraction par moment, tout en ayant une voix off très présente qui donne un équilibre entre ces images presque abstraites et la narration du film qui est très forte, je trouve, et c'est un film qui est très marquant. J'aimerais bien le revoir un jour en bonne qualité parce que c'était une expérience étonnante, je trouve. Ensuite, je pensais aussi à un film, et ça c'est plus une influence parce que je suis quand même vachement influencé par par le cinéma d'animation japonais dans la lumière, que ce soit les films de Hoshi ou voilà ces lumières un peu diffuses et tout ça. Et il y a un court-métrage du studio 4 degrés qui s'appelle Comédie. Je crois qu'il faisait partie d'un omnibus animé, mais j'ai jamais vu les autres films de cet omnibus. Donc c'est le réalisateur s'appelle Kazuto Nakasa. Je dois déformer forcément le nom. Et c'est un film avec une ambiance très gothique, mais avec une mise en scène vachement belle et des super belles lumières. C'est et puis il y a un instant de violence à un moment du film qui est assez étonnant parce qu'on est sur un calme très doux pendant une bonne partie du film. Et voilà, la dernière partie, plutôt les dernières scènes sont assez étonnantes par rapport au rythme global de ce film. Je trouve que les images sont vraiment très 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 belles. Voilà pour Comédie. Ensuite, il y a un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est Jérémy Clapin et Skid Zane. Qui est un film que j'ai vu un bon paquet de fois parce que il me semble qu'à l'époque c'était quand j'avais fait un peu les festivals avec le Bûcheron des mots, et dans chaque festival où j'allais il y avait Skid Zane. Et souvent quand on voit un film comme ça voilà, au bout de la 10e fois ou de la 15e fois on se dit bon voilà, encore. Et mais Skid Design, c'est vraiment un film que j'ai revu à chaque fois et qui me touche à chaque fois, quoi. C'est qui me touche vraiment émotionnellement avec le ton de la voix off, avec les images. Et après, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans J'ai perdu mon corps et qui m'a bouleversé aussi. Et mais Skid Zane, ça c'est un film qui me fait du bien à chaque fois, même si c'est pas un film ultra joyeux. C'est un film que j'adore. Ensuite, j'aurais encore quelques films. J'ai mon film de chevet depuis depuis tellement longtemps. C'est La traversée de l'Atlantique à la rame. L'avoir revu, c'était cet été. Je l'ai revu au cinéma dans le programme avec tous les films de Jean-François Laguioni. Et ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de le revoir dans une qualité dont voilà, j'avais jamais vu cette qualité-là de copie. La dernière fois que je l'avais vu, c'était soit en DVD, soit il y a très longtemps une copie 35 qui était dans un état lamentable. Et là, le revoir au cinéma, ben voilà, c'est un film qui m'a marqué d'abord parce que c'est le film, je pense, qui m'a donné envie de faire de l'animation. Donc forcément, il y a c'est quelque chose qui me touche sur ce film à chaque fois que je le revois parce que c'est une fascination que j'ai depuis. Je crois que j'ai découvert le film à 12 ans, mais avant j'avais le livre je pense que quand j'avais 8 ans et que j'adorais quand j'étais gamin. Et le film, voilà, ça a été quelque chose qui m'a énormément marqué jusqu'à m'influencer complètement, comme tous les films de Jean-François Laguioni, mais c'est le cinéma qui est le plus marquant pour moi, quoi.
Pour finir, j'aimerais bien rajouter un film que j'adore, qui est vraiment, vraiment, vraiment pas joyeux. C'est alors je vais complètement déformer le titre, je pense. C'est The Periwig Maker, le perruquier. C'est un court-métrage allemand de Stephen Scheffler. Que j'avais découvert dans un programme McKinnon and Sanders, là, les créateurs des armatures, il y avait un programme à Annecy où il y avait ce film et en plus c'est assez ironique d'en parler aujourd'hui parce que c'est un film qui parle d'une épidémie de peste, donc pour le climat actuel c'est pas mal, mais voilà, il y a une ambiance très sombre avec une voix off en plus qui est super bien écrite et surtout qui est super bien jouée, je trouve, par Kenneth Branagh. Qui est un acteur que j'aime beaucoup, son cinéma et j'apprécie énormément, et sa voix donne une ambiance très très anglaise au film, même si c'est un film allemand. Et petit à petit, il y a une ambiance lourde, pesante, poisseuse, avec une étrangeté qui se développe progressivement, avec un personnage, je vais pas spoiler le film, mais qu'on va retrouver tout au long du film jusqu'à la fin, qui est vraiment très 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 sombre. Et c'est un film un peu vaporeux comme ça, dans la lourdeur et dans la poisse de cette épidémie de peste. C'est un film qui est très très intéressant, je trouve. Voilà, c'était histoire de finir sur une note joyeuse et positive, qui fera plaisir à Alexis, j'espère. Donc voilà pour cette petite sélection, et puis je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Bulle de rêve confiné. Je crois que lorsqu'on a eu l'idée de ce podcast, notre envie principale était de parler de films, mais sans contrainte ni thématique, juste pour le plaisir de partager des œuvres que nous aimons et qui nous font du bien. Après tout, on n'a plus que jamais besoin de réconfort par les temps qui courent, et le cinéma a cette force-là, même si cela ne passe pas forcément par des histoires drôles ou jolies. En tout cas en ce qui me concerne. Je saute en effet sur l'occasion pour vous parler d'un film qui me hante depuis des mois, et qui est enfin disponible en ligne, en l'occurrence sur le site d'Arte, Le Monde en Soi de Sandrine Stoyanov et Jean-Charles Fink. Ce n'est pas un film léger, mais c'est un film beau et puissant, dans lequel infuse toute une gamme d'émotions vives et ultra sensibles. Le duo de réalisateurs met en scène une jeune artiste qui, à l'approche de sa première exposition, perd pied. La fièvre de la création, le désir de bien faire, la volonté de réussir, le refus d'écouter le corps qui proteste. Le film nous raconte par petites touches, et de l'intérieur, le récit d'un burn-out à la fois bouleversant et terriblement banal. Bouleversant parce que banal peut-être, car cette jeune femme au bord, puis au fond du gouffre, cela pourrait être n'importe laquelle ou lequel d'entre nous. D'autant que ce n'est pas une pression froide et inhumaine qui l'amène à craquer, mais paradoxalement un trop grand amour pour son art. Le film dit ainsi beaucoup sur le rapport trouble et ambivalent que l'artiste peut entretenir avec le fait de créer, tout autant qu'il parle de nos failles et de nos doutes, des moments de basculement que l'on refuse de voir venir, et de cette douleur indicible qui amène parfois à plonger de soi-même dans le gouffre. L'alternance entre les scènes de reconstruction et les séquences qui ont précédé la chute peut sembler un brin mécanique, un poil didactique. Il y a d'un côté l'austérité du trait noir, très simple, sans fioriture, pour les passages situés dans l'hôpital psychiatrique. Le cadre est fixe, tout est très posé, très épuré. Seule la fenêtre apporte une tache de couleur et de vie dans cette chambre nue où se tient le personnage qui est au-delà de la tristesse. De l'autre côté, par contraste, il y a une explosion de couleurs pour les flashbacks qui nous dévoilent peu à peu l'avant, notamment des rouges et des verts vifs. Le tourbillon de l'art et de la vie, justement, s'y mêle étroitement. Observer le monde et tenter de le retranscrire, encore et encore. C'est une opposition peut-être évidente, mais qui permet de faire passer presque tout le récit et les émotions par les images, en faisant l'économie de longs dialogues ou d'explications appuyées. Tout demeure ainsi minimaliste, rythmé par ce montage parallèle de ces 2 saisons de la vie du personnage. Cette simplicité laisse la place à des moments presque abstraits qui nous emmènent dans son esprit, nous donnent à voir le monde par ses yeux. En train de se décomposer, littéralement, les gens qui l'entourent devenant seulement des lignes, des esquisses, des dessins à faire ou à terminer, ou au contraire des tableaux célèbres et inégalables, intimidants.
Le duo de réalisateurs saisit le moment du dérapage, le traduit par une longue fuite en avant hallucinée et cauchemardesque qui, formellement, s'autorise toutes les audaces. Le monde devient un décor hostile, propice à tous les renoncements. Mais si l'art, dans toute sa dimension écrasante et impérieuse, a le pouvoir d'écraser, il a aussi celui de redonner du souffle à l'existence. C'est donc en ouvrant une boîte de peinture que la jeune femme retrouve le chemin d'elle-même, parvenant peu à peu à se reconnecter avec la réalité du monde et de ses émotions. On pourrait trouver le constat banal. Peut-être, si l'on estime qu'il est banal de dire des choses vraies. C'est pourtant parfois très beau de rappeler des évidences qui donnent de l'espoir. Et comme le concept de cette émission en ligne, c'est qu'il n'y a pas de concept, à part le fait de parler de cinéma, j'avais envie d'enchaîner sur un film qui n'a absolument rien à voir. Une comédie qui vient elle aussi tout juste d'arriver en ligne, toujours sur le site d'Arte. Décidément bien précieux pour découvrir tranquillement des courts-métrages depuis chez soi. Changement radical de décor, puisque le film s'intitule « Pourquoi les limaces n'ont pas de jambes ?» et entreprend effectivement de nous raconter comment ces pauvres petites bêtes ont perdu leurs membres. Il faut bien avouer qu'une limace, c'est pas tellement ragoûtant ni même sympathique. Et pourtant, la réalisatrice suisse Aline Höschli parvient à en faire un personnage attachant et drôle dans ce récit volontairement absurde et décalé, où elle représente notre part d'enfance, ou peut-être même d'humanité. Les limaces du film aiment prendre leur temps, écouter de la musique ou bavarder, et préfèrent regarder pousser les plantes plutôt que de travailler. Évidemment, cela ne plaît pas à leurs collègues du bureau staccanovistes, qui eux n'ont qu'un vœu, travailler plus et vivre moins. Un film absolument sans prétention, qui apporte un éclairage pas si farfelu sur notre société. J'avais aussi très envie de vous parler du nouveau film de Rainer Kohlberger, There Must Be Some Kind of Way Out of Here, mais il n'est malheureusement pas disponible en ligne actuellement. Dommage, car il est parfait à voir en cette période incertaine, puisqu'il s'intéresse à la figure du cinéma catastrophe, et plus précisément aux images de catastrophes telles qu'elles apparaissent dans les films hollywoodiens à un grand renfort d'effets spéciaux et spectaculaires. Un film que l'on mettra paradoxalement en parallèle du nouveau film d'Artavas Belekian, La Nature, qui montre lui des images réelles de catastrophes naturelles, souvent filmées par des téléphones portables au cœur des événements. Il y a dans les deux films une manière d'interroger ces images qui semblent une perpétuelle répétition de la fin du monde, avec toute la dimension éminemment romantique que cela peut avoir. Kohlberger reconstruit ces images numériquement, les transformant en flots de lumière pointillistes qui finissent par donner un aspect purement abstrait et théorique à cette préfiguration de l'apocalypse. Comme souvent chez le réalisateur, tout est question de mouvement et de lumière, et de la capacité que l'on peut avoir à s'y plonger pour effacer toute autre chose. En attendant de découvrir le film de préférence sur grand écran, on peut se consoler avec le Vimeo de l'auteur. Et puisque c'est le jeu, je vous recommande White Light, White Heat, sorte de monologue de lumière obsédant. Dans le même esprit, j'avais aussi très envie de mentionner Needs de Julia Lerch, dont on ne peut malheureusement voir qu'un extrait en ligne. On y voit des sphères colorées et autres objets stylisés suivre des circuits compliqués, tomber, puis on sait pourquoi se remettre à remonter. Les textures sont rondes et lisses, entièrement synthétiques, dans des couleurs pastel. C'est à la fois ludique, visuel et apaisant. Et puis, la réalisatrice y réfléchit à la manière dont nos besoins nous gouvernent et à ce qu'il arriverait s'ils étaient brutalement modifiés. La réponse importe peu, si ce n'est qu'on a besoin de voir des films. Pour finir, peut-être la réalisatrice dont le travail est une évidence lorsqu'on a envie d'être réconforté, Yoriko Mizushiri. Au hasard, on choisit son film Sushi. Certes, c'est un classique et on en a déjà parlé dans Bulle de rêve. Mais avouez que l'univers feutré de la réalisatrice japonaise est exactement ce dont on a besoin en ce moment. Le film condense en 2 minutes, dans une économie de moyens impressionnante, toute la sensualité douce et lascive qui hante l'œuvre de Mizushiri, mais aussi son humour léger et joyeux. Avec Sushi, tous les sens sont sollicités, et tous sont comblés. Jamais nous n'avions regardé sous cet angle la tranche de saumon qui vient recouvrir délicatement la boulette de riz. Cela tient d'ailleurs à peu de choses tant le film est ténu. Et la réalisatrice joue plus avec notre perception et notre psyché qu'avec des représentations concrètes. Pourtant, nous voilà troublés, désarmés, presque émus de la fulgurance des images mentales que le film fait naître en nous. Il est possible que le besoin de films réconfortants se fasse à nouveau sentir dans un avenir proche. Aussi garderai-je les autres titres qui me viennent à l'esprit pour une autre fois. D'ici là, bon visionnage, et à bientôt sur les ondes. Alors, c'est mon tour. C'est jamais facile de faire ce moment-là, parce que comme vous le savez, on vous l'a souvent répété, en fait, on essaie de proposer des films qui sont en ligne
avant tout. Et aussi, si possible, des films qui sont en ligne légalement, hein, donc ça c'est une chose aussi. On essaye, enfin en tout cas voilà, de regarder un petit peu la liste. Ça fait maintenant quelques émissions qu'on fait sur ces propositions de courts-métrages, de parvenir sur des courts-métrages qu'on aurait pu dire avant. Donc voilà, dans les précédentes émissions, vous pouvez d'ailleurs les réécouter si celle-ci vous plaît, ou l'écouter, ou les écouter en tout cas. Donc évidemment, là, je voulais vous parler de films. Au début, je me suis dit, tiens, j'ai parlé de films qui font du bien. Et puis on a déjà fait ça dans une émission. Alors je vous aurais bien parlé d'Irréduration dans le brouillard, par exemple, de Norstein. Mais je me suis dit que non. Alors j'ai décidé, je peux pas faire que 3. Donc il y a 6 courts-métrages dont je vais vous parler et que j'ai divisé en 2 parties. La première partie, c'est ces films qui sont... je déteste la nostalgie, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, en tout cas dans le sentiment nostalgique que beaucoup de gens ont, que c'était mieux avant. Mais j'aime cette espèce de sensation comme ça, qui mélange beaucoup de choses, le regret, mais quand même l'espoir de quelque chose qui arrive. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une espèce de mélancolie, on pourrait dire, que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a des films qui représentent bien cette mélancolie, qui moi me font dire, voilà, on a du mal avec la vie, mais il y a quand même des belles choses dedans, et il faut s'accrocher par rapport à ça. Le premier film dont j'aimerais parler est Love Letter to the One I Made Up de Rachel Goodgarts, qui est une réalisatrice qui a fait pour l'instant pas énormément de choses, mais rien que ce film-là m'a absolument bouleversé. Elle prépare un court-métrage. Ce film, c'est son film de fin d'études à la Bezalel Academy, et c'est un film, c'est complètement ce que je viens de dire. C'est ok, on n'a pas forcément, enfin, on espère, c'est une lettre d'amour donc à quelqu'un qu'elle a créé, hein, c'est le titre du film, mais voilà, c'est l'espoir de trouver quelqu'un, alors que ça soit dans un sentiment amoureux, amical, professionnel, etc., et d'espérer quand même qu'on va quand même trouver cette personne malgré tout. Et il y a des moments magnifiques où voilà, où elle dit, j'ai cru la trouver, je crois la voir dans le sourire du caissier qui me donne mon café, ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est ces petites choses, et en fait, l'animation se lance de plus en plus, j'espère, en tout cas, dans l'idée des petites choses qui sont si importantes dans la vie. En animation, c'est tellement long, des fois, au niveau de la création d'un film, qu'on a l'impression qu'il faut que ça révolutionne tout, entre guillemets, en tout cas, ça, et notamment visuellement, etc. Et à chaque fois, et voilà, je trouve que là, il y a encore une fois, une légèreté dans la dureté de la vie, ou l'inverse, je sais pas, en tout cas quelque chose de très beau, et visuellement c'est très beau aussi. Je vous laisse le découvrir si vous le connaissez pas. Pareil, un film qui est dans la même idée de c'est dur, mais voilà, on essaye tous les jours d'être nos héros du quotidien, même si on n'est pas des vrais héros au sens même là de gens, voilà, on est en plein confinement, on est en plein une pandémie de gens qui tous les jours réellement se battent contre ça, les infirmiers, etc., les infirmières, les médecins. Vous connaissez tout ça, on en parle souvent, et tous ces gens, voilà, aussi bien directement là par rapport à la maladie que celles et ceux qui font tourner toujours un peu la terre, on va dire. Donc, mais on essaye quand même malgré tout, avec notre quotidien qui est pas toujours facile, d'être ses héros. Et je vous ai parlé du film avant finalement de vous dire le titre du film. C'est un film qui vient d'arriver sur les petits écrans. C'est Je ne sens plus rien de Karl Rossens et Noémie Marsili, qui est un film que j'aime énormément, parce que c'est un film, ils sont plus connus pour des choses très barré, Je marche autour du lac, ce genre de choses. Karl Rossens et Noémie Marsili ont tout, eux deux, enfin, travaillent sur des BD notamment aussi un peu barrés, un peu dans tous les sens, etc. Et là, je trouve que ils ont réussi, avec une histoire simple mais très touchante, de comment on fait pour se reconstruire finalement, et peut-être aussi la beauté d'être à deux, et encore une fois, que ce soit un couple, un ami, etc., en tout cas d'être à deux pour recréer des choses. C'est un très très beau film qui vient d'arriver donc sur les petits écrans. Le dernier dans cette catégorie est un film, je peux pas encore citer un réalisateur qui est important, dont j'aime beaucoup le travail, je suis pas le seul, qui est Théodore Huchef. Et mon film préféré de Théodore Huchef est un film qu'il a fait dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma, qui est un film qui dure 3 minutes, qui s'appelle Rossignol en décembre, et
qui est pour moi une vraie merveille. Ces autres films sont très beaux. J'aime beaucoup Les Journaux de Dipset, j'aime beaucoup, voilà, il y a d'autres choses, mais celui-ci en 3 minutes me donne des frissons à chaque fois que je le regarde. Tellement je le trouve incroyable dans la musique, dans cette manière de Todorov de montrer à la fois l'horreur de l'être humain et à la fois peut-être d'espérer quand même qu'à un moment donné il y aura autre chose et qu'on va peut-être s'en sortir un petit peu, même si on n'y croit pas, essayer. Et je trouve que ce film est absolument magnifique et assez incroyable dans cette manière de présenter les choses. C'est des films, là tous les films dont je vous parle, c'est des films qui me bouleversent à chaque fois que je les regarde. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas un moment donné où je sais pas, je suis un peu déçu par le film ou quoi. C'est des films qui à chaque fois me rebouleversent énormément. D'ailleurs, j'aurais pu vous parler de Fable de Daniel Souza, donc je vous le mentionne quand même, je vais pas en parler, qui est aussi un film que je trouve très beau sur cette espèce d'histoire assez étrange et entre deux personnes qui, voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est Fable de Daniel Souza et pareil, ça fait partie de ces films qui moi me prennent à chaque fois. Donc voilà, c'était les 3 premiers films en tout cas dont je voulais vous parler. Ensuite, je voulais vous parler des films, 3 films dont la musique a une importance dans le fait que je les aime. Ça veut pas dire que je les aime uniquement pour la musique, loin de là. Il y a des films, des fois, on aime que la musique ou que la bande son ou que la voix, ce genre de choses, et on retient rien des images. Ce n'est pas le cas là pour les 3 films dont je vous parle. Un est Je vous en parle, mais c'est presque 2 seulement parce qu'un n'est pas en ligne réellement. C'est Dimension Bomb de Morimoto Koji, qui est tiré d'un omnibus, ces films à sketch, même si souvent il n'y a pas forcément de thématique dans tous les sketchs, enfin qui se retrouvent dans tous les sketchs, mais dans Genius Party Beyond, qui est une production du studio 4 degrés C, pardon. Et c'est un film que je trouve assez incroyable au niveau de sa bande son, qui est vraiment impressionnante de Juno Reactor, mais aussi tout simplement dans le travail qu'il y a entre l'espace, le temps, le mouvement dans le film, qui est absolument assez bouleversant et assez incroyable. Voilà, donc c'est vraiment un très beau film. The Swallow de Xi Chen et Xuan, donc voilà, duo chinois qui moi m'impressionne énormément. Malheureusement Xuan est décédé je crois il y a 2 ans maintenant, l'année dernière, il y a 2 ans. C'est des gens qui à chacun de leurs films en fait réfléchissent cinématographiquement, par exemple à un plan de caméra, un mouvement, quelque chose, et puis travaillent par rapport à ça. Alors ils réfléchissent pas dans ce sens-là, mais en tout cas ils réfléchissent des fois avec l'histoire, mais il y a toujours un procédé cinématographique, mais très fort à chaque fois dans leur film. Et là, de Swallow, on est en plan fixe sur une espèce de mini-théâtre, et je comprends pas tout ce qui se passe. Je vais tout vous dire, et je suis bouleversé à chaque fois par ces personnages qui représentent, voilà, un côté vieux film muet chinois, avec un petit peu d'opéra chinois, enfin, et c'est juste bouleversant. Ces personnages qui se passent, ce que j'ai l'impression de comprendre de ce qui se passe me bouleverse et me touche à chaque fois. Je vais souvent parler le mot bouleversé, mais je pense que c'est un moment donné où on est un peu aussi coupé du monde des fois, même si on essaie d'avoir des liens, comme là on essaye de faire. C'est vrai que cette idée d'être bouleversé, de ressentir des sentiments forts, est quelque chose que je trouve très fort et impressionnant. Il y a une musique pendant tout le long de Swallow qui accompagne le film, qui est aussi, que je trouve, absolument incroyable. Voilà, c'est la plus petit résumé, c'est 3 femmes, 3 générations, une famille chinoise qui vit sans amour dans les années 40. Voilà, ça veut tout dire. Magnifique. Et le dernier dans cette catégorie est un film qui s'appelle A Play de Satoshi Murai. Alors voilà, alors là c'est un film, je suis là aussi moi à chaque fois je suis complètement emporté, alors là par la musique qui est tellement importante, et par ces images qui s'imbriquent, espèce de jeu de visuel qui va avec la musique. Je sais pas dans quel sens ça a été fait, est-ce que c'est la musique avant les images ou l'inverse, mais en tout cas les deux s'imbriquent parfaitement tous les deux, et c'est un film dans lequel je me laisse embarquer. En préparant l'émission, je l'ai remis, et je l'ai remis 2-3 fois en fait. J'arrive
à le regarder. Voilà, c'est un film qui fait 6 minutes et je peux ne pas m'arrêter de le regarder tellement j'ai l'impression que ça coule avec cette voix, cette musique. C'est un film absolument, moi que j'aime énormément, d'un auteur qu'on connaît finalement très peu et je sais pas ce qu'il a fait vraiment en animation, mais voilà, en tout cas c'est vraiment un film que j'aime énormément. Et j'aimerais juste terminer en fait avec deux auteurs, deux réalisatrices qui moi à chaque fois pareil, je reviens sur le mot bouleversé qui sera finalement le mot important là de moi des films que je vous propose. La première, je peux pas vous présenter, on a déjà parlé de ces films, son film le plus connu qui est Futon, Yoriko Mizushiri. J'ai vu il y avait une rétrospective de son cinéma, de son travail à Zagreb, et c'était d'un réjouissant absolument incroyable. Vraiment, j'en parle même pas bien. C'était vraiment très très réjouissant parce que on sentait toute l'intelligence en fait et la progression dans le travail de Mizoshiri Hiriko, dans ses thèmes, dans la manière de filmer, dans la manière finalement d'aller vers cette douceur qu'il peut y avoir dans Futon, qui est pas au tout début et qui arrive petit à petit dans ses films. Et il y a quelque chose d'extraordinaire de voir ça. Vous pouvez voir une partie de son travail, malheureusement très peu sur Vimeo, et un peu sur YouTube. Une partie en tout cas est trouvable, et même dans ses commandes elle a réussi à... Encore une fois, c'est ça qui est extraordinaire avec Yoriko Mizoshiri, c'est qu'elle se réinvente pas forcément, mais c'est comme si c'était une évidence. Tous ces films s'enchaînent les uns avec les autres, mais finalement, en tout cas moi, sans m'ennuyer, sans se dire elle se répète. Au contraire, j'aime qu'elle se répète, mais il y a pas c'est pas forcément un confort, hein, parce qu'il y a ce côté un peu confort des fois, qu'on aime que les choses se répètent, là pas forcément. Et c'est une réalisatrice que j'aime énormément, et une autre réalisatrice dont je vous conseille tous les films, c'est Lea Vidakovic. Là c'est vraiment aussi, c'est comme pour Mizoshiri Hiriko, c'est une espèce de coup de foudre sur son travail que j'ai eu la chance de découvrir à AnimaFest, lors d'un festival AnimaFest. Je connaissais pas bien la ville, je me suis un peu paumé, c'était dans une galerie, il y avait son travail, et je ne me souviens plus tellement ce qu'il y avait à travers cette galerie qui était un peu paumée, qui était un petit peu, mais je me suis retrouvé entre trois murs à regarder un film qui s'appelle Sisters, qui était projeté, 3 images sur 3 murs, et c'était pareil, c'était d'un seul coup j'étais dans un autre état émotionnel. C'était très très fort de se retrouver, et là on est avec ce que je disais à un moment donné, un peu plus tôt, dans des petits mouvements, dans des petits gestes si importants dans la vie qu'on a tendance à oublier évidemment, parce qu'on va trop vite aujourd'hui. Et il y a quelque chose là encore de très fort émotionnellement, parce que finalement ce temps qui est lent nous permet, nous spectateurs, spectatrices, je trouve en tout cas, de encore plus nous immerger, et encore plus finalement d'apporter nos sensations, notre vision des choses dans le film. Et pour moi, le dialogue dans ce cas-là est encore plus fort dans dans cette relation qu'on peut avoir avec un film. Je pense qu'aujourd'hui, notamment le fait qu'on soit encore une fois tous et toutes plus ou moins enfermés et voyant pas forcément beaucoup de monde, cette idée de relation forte aussi avec une œuvre d'art est très importante pour moi en tout cas, et là, Lea Vidakovic et Mizoshiri Hiriko m'apportent ça de manière très très forte. Alors le premier film que j'aimerais proposer, c'est un film allemand, c'est le premier film de Lotte Hanniger, donc réalisatrice qui sera ensuite connue essentiellement pour Les Aventures du Prince Ahmed, qui est le premier long métrage d'animation dont on a encore aujourd'hui la trace. Son tout premier film date de 1919, a été restauré par le George Eastman Museum, et ils l'ont mis sur leur site internet et sur leur lien vidéo avec une présentation de Caroline Jäger qui travaille justement au département des images animées. Donc le film est plutôt une curiosité historique, mais il reste intéressant parce qu'on voit déjà l'attrait de Lotte Hanniger pour les silhouettes animées et pour le papier découpé, qui ensuite inspireront énormément Michel Oslo, notamment pour Prince et Princesse. Alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple. On a surtout un plan fixe, fond jaune, avec 2 amoureux qui forme une espèce de danse, de chorégraphie autour d'un cœur, avec quelques éléments de décor autour d'eux qui bougent. C'est très joli, assez subtil, et je pense que ça mérite justement d'être
être vu et revu aujourd'hui. Donc voilà pour le premier choix. Alors le deuxième film sur lequel j'aimerais revenir, c'est un film qui est plus récent que le précédent, qui date de 2014 et qui a été réalisé par David Bryant et Carl Lemieux, qui sont plus connus pour leur travail notamment au sein du groupe de musique Godspeed You Black Emperor, qui est un groupe de post-rock basé à Montréal. Et en 2014, ils ont réalisé un film qui, à mon avis, est assez passionnant et intéressant, qui s'appelle On des silences et qui situerait, on va dire, plutôt dans une programmation off-limit, parce que oui, on a de l'animation et mais on est aussi un petit peu en dehors strictement de l'animation. On est vraiment dans une veine extrêmement expérimentale, qui est notamment avec du travail direct sur la pellicule et du travail chimique aussi lié à la pellicule. Le film On des silences, c'est un film qui a une thématique qui commence à arriver de plus en plus et qu'on voit vraiment arriver, notamment au sein du court-métrage. C'est sur des individus qui souffrent d'hypersensibilité électromagnétique et qui sont donc partis se réfugier dans une zone, on va dire, silencieuse, où en fait ces ondes ne sont pas censées arriver et qui est donc autour de l'observatoire de Green Bank en Virginie. Parmi les autres films qui commencent à arriver un petit peu sur le même thème, il y a aussi pas mal de cinéastes expérimentaux justement qui s'en servent, comme Ismaël Geoffroy Chandoutis avec Onde Noire qui était sorti en 2017, ou alors La chose mentale de William Labourie la même année. Mais je pense que Carl Lemieux et David Bryant vont d'une certaine façon encore plus loin, parce que même si on a toujours cette voix off qui guide un petit peu la narration, avec justement les témoignages de gens qui sont extrêmement perturbés par cette hypersensibilité électromagnétique, eux, à travers leur image et à travers vraiment un travail extrêmement poussé et soigné sur le son et sur l'image, ils essayent justement quasiment de rentrer dans la tête et d'essayer de répercuter d'une certaine façon, d'un point de vue matériel et purement cinématographique, je pense, cette idée d'onde et la manière dont on peut essayer de les représenter, tout en étant justement et en tirant toujours vers une forme d'abstraction. Donc voilà, On des silences par Carl Lemieux et David Bryant. Alors le dernier film dont j'aimerais parler, c'est un film qui s'appelle Les Autres Rives et qui date lui aussi de 2014-2015. Alors Les Autres Rives, c'est un film qui avait été présenté au Festival d'Annecy en 2015 justement, qui a été réalisé par un réalisateur russe qui s'appelle Vassili Tchirkov et qui a été assez oublié, alors qu'en fait je trouve qu'il est vraiment d'une assez grande beauté. C'est un film vraiment assez court et muet, complètement muet, tout en éléments découpés et assez brumeux, impénétrable, avec une atmosphère, on va dire, quasiment assez russe, parce qu'on y trouve quand même des réminiscences un petit peu du brouillard des films de Nordstein, ou de quelques éléments justement qui sont assez propres dans une veine noir et blanc d'un certain type de cinéma aussi d'Europe de l'Est, notamment polonais comme avec Kouchia. Et il y a vraiment une forme de lenteur et de pesanteur que là aussi on pourrait essayer de retrouver, de voir un petit peu chez Sokourov ou Tarkovsky. Je pense que même si évidemment il fait son cinéma et dans une veine qui lui est assez propre et assez intimiste, c'est quelqu'un dont les références sont particulières justement à tout un certain type et à toute une certaine littérature et un certain cinéma russe. Mais c'est vraiment un film surtout d'une immense beauté et un film d'une atmosphère qui est assez intéressante et impressionnante. Et on a vraiment l'impression ici que les rivages et les rives qui sont montrées dans le film appellent d'une certaine façon les habitants de ce purgatoire gris d'une certaine façon et assez terne,
où en fait les hommes sont réduits à l'état un petit peu d'âme et d'âme vivante, morte entre les deux, complètement dépourvus de corporéité, et en fait on a là aussi une espèce de traversée d'une certaine façon des enfers ou d'un voyage vers la mort plus que d'autres choses. Donc là, c'était son premier film et j'espère qu'on en verra bientôt d'autres. Voilà pour aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver à nouveau en ligne pour la fin de ce deuxième confinement. Pour faire passer cette nouvelle un peu déprimante, bien que nécessaire, qu'est le fait d'être enfermé, nous avons décidé de vous faire une émission de conseils plus légère. Il faut dire que ce n'est pas forcément dans notre nature à chacun de conseiller des films légers, donc nous essaierons de faire au mieux. Pour démarrer, j'ai choisi de parler d'un film qui nous fera prendre un peu de distance avec la situation politique actuelle. Il s'agit de Rencontres diplomatiques de Marie Delaparent, Émilie Fong et Fabienne Wajnard, un film qui ne cache pas sa filiation avec les possibilités du dialogue de Jens Vankmeyer, mais qui reprend ses procédés pour revisiter cette idée du dialogue de sourds, moquant notamment les relations européennes avec l'utilisation de son hymne. Il est parfois bon de rire un peu de la gestion catastrophique de nos dirigeants, sans pour autant cesser de les combattre politiquement. Pour rester dans un registre militant, je voulais vous repartager un film de la collection En sortant de l'école qui consacre chacune de ces saisons à mettre en image les mots d'un poète. Il s'agit là de La grenouille aux souliers percés, un film de Juliette Cuisinier, réalisé à partir d'un magnifique texte de Robert Desnos. C'est un film merveilleux par son dessin et sa musique, dans la justesse de ses gestes surtout. Il me semble que c'est son animation qui me touche le plus. Alors certes, la fin n'est pas très gaie, elle me tire même une petite larme d'émotion à chaque visionnage, mais c'était pour moi une façon de vous parler de ce sujet à l'heure où notre président déloge brutalement des camps entiers dans la capitale, après avoir promis, quel culot, que plus personne ne dormirait dans la rue dès la deuxième année de son mandat. Une façon de répéter avec poésie que non, on n'éradiquera pas la misère avec de la charité ou en la repoussant hors des frontières de la ville. Bon, à présent que j'ai bien plombé l'ambiance, je voulais vous parler d'un classique, mais qui est un film qui m'émerveille toujours quand je le vois. C'est L'Ondée de David Cockart-Dassault. Pour le coup, c'est le premier film auquel j'ai pensé quand Alexis nous a proposé de parler de films légers. Mais dans toute la beauté que peut avoir ce terme. L'idée d'avoir voulu capter cet instant, d'en faire comme une photographie animée de tous ces petits gestes, m'émerveille. Et puis, dans le contexte qui est le nôtre, ce film qui est une invitation à l'ennui, à l'attente, le temps d'une averse, nous rappelle tout ce qu'il y a de beau à flâner, à laisser son esprit vagabonder le temps de ces moments, où il n'y a manifestement rien d'autre à faire. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que je suis né dans le Nord ou en novembre, mais la pluie est une des choses les plus apaisantes que je connaisse dans ma vie. Alors si vous aussi vous avez déjà passé une averse sous l'eau, profitant des sensations de ces centaines de gouttelettes qui vous tombent dessus, et que vous n'avez pas encore découvert ce film, je ne peux que vous encourager à le voir et à le revoir pour les autres. Je voulais aussi vous parler d'un film abstrait, parce que pour moi, quand on parle de légèreté, de film plaisir, il est évident de faire le parallèle. Je voulais vous parler d'abord de Moderne numéro 2 de Mirai Mizue, mais il n'est malheureusement pas légalement en ligne, on en trouve une copie assez mauvaise d'ailleurs. J'en profite pour faire un clin d'œil à Carte Blanche pour qu'ils nous proposent un jour leur catalogue à la demande sur Vimeo. Mais pour remplacer Moderne numéro 2, je vous invite à vous rattraper avec un clip de Mirai Mizue aussi, qui s'appelle Poker, et qui à mon sens est certes moins fort, car j'aime la radicalité purement géométrique de Moderne numéro 2, mais qui grâce à la musique de Shogo Tokumaru notamment, et à l'énergie de ses images, devrait vous apporter un peu de joie. Pour tout de même vous mettre un film en partie abstrait que j'aime beaucoup, je voulais vous partager le film The Clockmakers de Renaud Hallé. C'est un film de pur jeu rythmique, visuel et sonore, et vous commencez à me connaître, il y a peu de choses qui m'excitent tant au cinéma que cette danse, ces jeux de rythme graphique, le plaisir du timing juste entre l'image et le son. Enfin, pour terminer, un film que je regarde souvent quand ça va pas trop, un film que je trouve sublime dans ses images et dans son animation, dans son ambiance sonore, et qui parle de cette imagination folle qu'ont les enfants, et que je regrette un peu d'avoir perdu. Il s'agit de La soupe aux fraises de Sylvia Skilatz,
Un film de fin d'études de la Cambre qui, comme souvent avec cette école, fait preuve d'une liberté qui nous fait beaucoup, beaucoup de bien, surtout en cette période. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de conclure, nous voulions vous passer un extrait de l'interview d'Izu pour le podcast Animation Hotlines réalisé par Clémence Bragard. Pour écouter l'intégralité de l'interview, rendez-vous sur la page du podcast ou sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous pouvez retrouver Animation Hotlines, mardi 1er décembre à partir de midi. On remercie Clémence et Izu pour nous avoir confié en exclusivité cet extrait un peu plus tôt. Bonne écoute et à très vite. Bonjour, c'est Izu. Donc actuellement, je suis à Valence. Finalement, malgré le fait qu'on ait cette pandémie et qu'on soit confiné de temps en temps, j'ai eu pas mal de boulot. Donc je jongle un peu entre mon travail au compositing à Folimage et puis mes projets perso. Je suis aussi en train de développer l'étrange collection là depuis pas mal de temps. Là, je pense que tu as dû en entendre parler parce qu'on devait le présenter l'année dernière, plutôt cette année à Rennes avant que le festival soit annulé. Mais ce n'est que partie remise, j'espère. Donc c'est une anthologie d'horreur, un long métrage qui est produit par Folimage avec 6 histoires horrifiques adaptées de littérature. Donc là, j'avance là-dessus en tant aussi que directeur artistique. J'essaye de centraliser un peu tout le travail sur le développement et voilà, avec les autres réals. Donc il y a Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol, Fabrice Langvija, Benoît Razi, Morton Risberg, Hansen qui a bossé sur mes précédents films à l'anime, et Fang Wei aussi. Donc là, on est en plein développement, on est en train de préparer un teaser pour le cartoon movie de cette année. Donc c'est de l'animation très très adulte. Là, on est vraiment dans un peu le même type de public qu'on vise que Féroce. Donc je pense qu'on va bien s'amuser dès qu'on pourra rentrer en prod là-dessus. Donc là, on est toujours en recherche de financement. Donc ça, c'est toujours les impondérables qui peuvent durer un peu longtemps, mais là jusqu'à maintenant on a eu beaucoup de retours positifs, donc ça se met en place petit à petit et voilà, j'espère que ça va bientôt commencer.